Merci de nous recevoir encore chez vous. Alors, Boukino revient après une petite longue pause pour des raisons que vous devez sûrement connaître. Aujourd'hui, nous revenons avec une toute nouvelle parution des éditions Harmattan Sénégal avec 13 vies rêvées de Cheikh Mohamed Diop. Nous allons recevoir aujourd'hui Cheikh Mohamed Diop. Il est un financier, mais il s'est bifurqué dans la littérature. Il nous en dira un peu plus tout à l'heure. Bonjour, Cheikh. Bonjour. Alors, présentez-vous à nos internautes. Bonjour et merci de m'avoir reçu dans votre émission. Je suis Cheikh Mohamed Diop, je me définis comme un jeune écrivain et comme vous l'avez si bien noté, j'en suis à mon deuxième essai. Le premier était politique, celui-là j'ai essayé de philosopher un temps soit peu et j'espère que nous aurons des échanges qui permettront davantage rentrer dans le détail. Je l'espère aussi. Alors, 13 vies rêvées, vous l'avez dit tout de suite que celui-là, cet essai-là est un tout petit peu philosophique. 13 vies rêvées, j'ai comme l'impression qu'il y avait une touche mythique, voire spirituelle, avec un vendredi 13 au début et à la fin. Expliquez-nous un peu. Effectivement, donc c'était une manière pour moi de définir un temps bien précis dans lequel je dois englober une histoire entière. La segmenter si possible, mais en tout pour qu'elle soit la même et unique histoire. Et le vendredi 13 est un repère que j'ai mis en place pour permettre à celui qui réfléchissait de manière anodine sur des choses qui étaient, je considère, vulgaires, réfléchir sur des choses beaucoup plus profondes et beaucoup plus sensées. D'accord, mais vendredi 13 dans le monde aujourd'hui, ça a toute une signification. Est-ce un hasard ou vous avez choisi que ça paraisse comme ça? Oui, au tout début, je me suis posé la question de Jésus et de ses 12 apôtres qui faisaient 13, du fait qu'il ait été crucifié un vendredi, ce qui a été conçu comme une malédiction. Mais moi, j'ai voulu inverser la tendance et en faire une chance. Parce qu'il sera permis à la personne qui va réfléchir sur cette date de pouvoir, à travers 13 vies, connaître l'humanité, connaître ses voisins. Alors, vous avez parlé de la similitude entre la mort et la vie et la mort, la fin et la renaissance. Pour vous, vous revenez toujours dans cet aspect philosophique. Expliquez-nous un peu comment est-ce que ça peut paraître une seule chose en même temps, la vie et la mort. C'est vrai que c'est un début, c'est une fin. Comment est-ce qu'on peut vous rejoindre dans votre philosophie? Exactement. Effectivement, dans la vie, j'ai d'abord parlé de ce jeune enfant qui se posait beaucoup de questions quant à son univers, quant aux manières de procéder. Et de la même manière, j'ai eu à expliquer aussi quel pourrait être le départ d'une vieille centenaire qui en avait marre de la vie, pas marre de la vie, mais qui a trouvé qu'il était temps pour elle de s'en aller. Et bon, c'est à travers ces personnages-là lorsqu'on doit définir une seule histoire, qu'on pourra parler en effet de similitude entre la vie et la mort. Parce que la centenaire croit que maintenant il est temps de partir, elle a assez vécu et il y a le nouveau-né qui se pose des questions comme quoi ça vient de commencer, je viens de naître, on est vendredi 13. D'accord. Et il lui faudra toute une vie pour répondre à ces questions-là. Alors que la centenaire a eu toutes les réponses. D'accord, je vois un peu la similitude dont vous parliez tout à l'heure. Alors, dans un de ces... Parce que c'est 13 vies rêvées en fait, et dans 13 vies rêvées, c'est 13 chapitres, 13 textes, 13 choses dont vous avez sûrement eu une petite idée. Et je veux juste savoir quelle est votre vision de la vie en général. Moi, la vision que j'ai, elle est d'abord articulée. Essentiellement, le soubassement, c'est la liberté. C'est permettre aux uns et aux autres de vivre librement et sans être sous le diktat d'une quelconque bien-pensance ou sous une forme de contrainte, quelle qu'elle puisse être. Mohamed, ne pensez-vous pas que trop de liberté, c'est à la fin une sorte d'enclave, de fermeture? Je ne sais pas, c'est juste un avis. Je ne sais pas trop. Après, dans le livre, dans un des vies rêvées, vous avez évoqué la vie d'un Gaolo, Mahoudja. Mahoudja croit en lui, croit en ses cultures. Je pense que si lui parlait de liberté, comme vous le dites, est-ce qu'il ne serait pas sorti de toutes ces choses qui lui ont légué son ascendance? Parlez-nous un peu de Mahoudja, par exemple. Mais avant de parler de Mahoudja, j'aimerais bien préciser quelque chose. La liberté permet un choix.
La liberté permet un choix, c'est cette liberté qui nous permet aujourd'hui d'épouser une religion, c'est cette liberté aussi qui va nous permettre d'aller au-delà de nos limites, d'aller au-delà de nos savoirs pour aller emprunter d'autres voies. Donc la liberté, c'est un englobant. Il ne faudrait pas seulement la percevoir comme l'absence de contraintes. Maintenant, quand il s'agit de Maroudia, tout ce que je peux dire sur lui, c'est qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a hérité de ce don d'histoire. Et la science ne définit pas, la science n'est pas en mesure de définir tout son savoir. Et ça, c'était un point sur lequel je voulais insister parce qu'aujourd'hui, on nous a mis dans un moule où il faut des diplômes, où il faut un background pour qu'on puisse valider ce que l'on sait, alors qu'il y a d'autres formes. La civilisation orale, elle doit avoir sa place dans nos débats. La civilisation orale aujourd'hui doit être érigée. On doit beaucoup plus aller dans ce sens-là. Et moi, je milite aussi pour qu'on donne plus de place à la médecine traditionnelle, par exemple, que l'on donne plus de place au récit des griots qui détiennent les histoires des grandes familles dans notre pays, pour au moins qu'on puisse réécrire notre histoire et qu'on ne puisse pas la subir comme on l'a décrit. Avant de parler à Maroudia, nous allons parler d'une des vies rêvées. Vous avez évoqué les langues nationales, comme quoi nous devrions avoir une langue que l'on parle ici chez nous, que ça devrait faciliter l'apprentissage. Pourquoi parler le français qui est la langue de la France? Donc pour vous, c'est quoi votre vision selon vous? Moi, je fais partie de ceux qui pensent que en bon adepte, j'ai fait quelques recherches en linguistique. Je trouve que les langues sont enrichissantes et qu'il y en a des centaines de milliers et qu'on ne doit pas les considérer comme dialectes parce qu'aujourd'hui, le serer peut être une langue, le pulaar peut être une langue, le wolof aussi. Parce qu'aujourd'hui, si je prends l'exemple de la Lettonie, ils sont 2,5 millions et ils ont une langue officielle. Qui a été paramétré sur Microsoft, qui a été paramétré sur tous les instruments technologiques pour qu'ils puissent faire des programmations et tout dans leur langue locale, qui est une langue officielle. Et vous pensez que le Sénégal aussi doit faire pareil? Exactement. Est-ce que la langue française ou une langue étrangère peut être une sorte de barrière au développement? Oui. Comment? Oui, très facilement. J'avais un professeur japonais qui m'expliquait quel est le retard que, par exemple, des Sénégalais pourront avoir en mathématiques lorsqu'ils ont une langue de base 5. C'est très anodin. C'est très différent de quelqu'un qui va apprendre sur une base 10 en français. Donc lui, sa programmation, ses mathématiques, tout a été paramétré par rapport à ça. Et nous, on réfléchit d'une manière différente à la maison qui n'a rien à voir avec notre corpus ou notre soubassement culturel qui nous permet de mieux nous affranchir. Donc que ça soit pour les mathématiques, que pour ça soit dans un souci d'ouverture. On ne peut pas parler la langue d'autrui tant qu'on ne maîtrise pas sa langue maternelle. C'est impossible. Donc, alors, des langues nationales, nous allons retourner à Maroudia, des traditions orales, comme vous l'avez dit tout de suite. Est-ce que vous y croyez au caste du fait que Maroudia est hérité de tout ce savoir-là dont il a en main? Il en est conscient, il sait qu'est-ce qu'il a, il sait sa place dans la société. Il est fier de dire qu'il est griot, issu des Gaolo, je ne sais plus comment vous l'avez formulé. Est-ce que vous croyez en tout cela? On est au Sénégal, on est à Dakar, où les choses commencent à changer, mais néanmoins la tradition reste ce qu'elle a toujours été. Qu'est-ce que vous en pensez? Si aujourd'hui je pense que nous n'aurons pas assez de temps pour faire une critique sociale. Je sais que nous n'aurons pas ce temps-là, mais il faudra dire qu'en toute chose, il y a des avantages, il y a des inconvénients, il y a des opportunités, mais il y a aussi des menaces. Et concernant le personnage de Maroudia, celui-ci a décidé de perpétuer le noble travail de ses ancêtres, qui est de garder l'histoire, c'est-à-dire d'être un historien. Et de remonter à des temps immémoriaux, vers le 15e siècle, et être dans le 20e siècle et être capable de raconter des choses qui se sont déroulées dans le 15e siècle, tout simplement par transmission orale, c'est quelque chose, c'est une prouesse
Ouais. Et lui, il sait ce qu'il a entre ses mains. Donc il essaie de préserver cela en racontant des histoires qui vont permettre de former les hommes de valeur de demain. Ce n'est pas du tout ce à quoi on assiste actuellement. Aujourd'hui, la segmentation sociale a été faite pour autre chose, mais détruit davantage la société qu'autre chose. Parce que malheureusement, dans les contre-valeurs qu'on a, ce sont des gens qui s'adonnent à des contre-valeurs telles que le vol, telles que la prédation, que les grands griots vont aller chanter leur louange. Alors que la jeunesse, ce n'était pas ça. Ce n'était pas fait pour ça. Garder l'histoire, c'était pour former des hommes de valeur. D'accord, des hommes de valeur. Je pense qu'il peut toujours en avoir parmi ces griots-là. Après, on en reste là, quoi. Alors, je rappelle que vous êtes politicien. Je ne sais pas, c'est comme ça, non? Vous êtes homme politique. Homme politique. Êtes-vous actif? Oui, je suis très actif. Oui, très actif. D'accord. Alors, dans les Tristes vies rêvées, il y a une vie où vous évoquez un fonctionnaire de l'État que vous avez caricaturé comme un voleur. Et parlez-nous un peu de cet homme-là. Vous êtes politique, vous êtes un homme politique, comme vous l'avez dit, vous êtes très actif. Êtes-vous conscient de ce que vous dites? Oui, j'en ai pris conscience. J'en ai tellement pris conscience que je n'ai pas défini l'unité de lieu parce que je n'ai pas dit que l'histoire se déroulait au Sénégal. Et puis, le fonctionnaire de l'État, moi je pense ce sont des gens qui ont été bien formés, qui font partie des meilleurs d'entre nous. Aujourd'hui, on ne doit pas leur permettre d'accéder à un tel niveau de vice par le phénomène de la corruption. La corruption, elle n'existe pas seulement au Sénégal. C'est un fléau africain qui nous retarde. Et c'est ça que j'ai essayé de dénoncer. Aujourd'hui, en tant qu'homme politique, c'est vrai que la critique est facile, mais jetons un autre regard sur celui de la société. Nous sommes en face d'une société qui ne veut pas jouir des fruits du travail, du labeur. Ils veulent tout simplement se réfugier derrière la facilité d'avoir dans un réseau de connaissances un homme politique qui va débloquer la situation par moment. Et ça, la situation que cet homme politique débloque ne vient pas forcément de ses poches. Ça vient de l'argent du contribuable. Alors, vous avez essayé de dire dans le chapitre que ce sont la société, ou en tout cas les gens qui font de cet homme quelqu'un de bien, quelqu'un de bien vu, qui fait des choses et tout. Mais lui-même accepte que c'est la société qui fait cela de lui. Alors, vous, en tant qu'homme politique, quand vous êtes comme vous et moi, comme tout le monde, vous êtes normal, mais quand vous vous détachez pour accéder à certains postes, mais vous ne restez plus les mêmes personnes. Vous êtes homme politique, je pense que vous savez de quoi vous parlez, donc... Effectivement, aujourd'hui... le principal problème auquel je fais face, c'est que quand je développe des idées liées à l'environnement, des idées liées à l'économie, je ne trouve pas un auditoire. Mais j'ai en face de moi un concurrent qui va vous dire je vais vous financer à hauteur d'un montant X, non remboursable. Déjà, en tant que financier, ça me pose un problème. Quand on finance, c'est parce qu'il y a un retour sur investissement. C'est de la corruption, au fait. Mais moi, mon projet se consolide sur des dizaines d'années, alors que cette personne, en un instant T, peut accumuler des foules. Alors, à qui doit se poser la question? Je pense que c'est à la société de se poser la question. Parce qu'ils acceptent de ne pas briser la chaîne entre le corrompu et le corrupteur. C'est ça le problème. Je me perds un peu dans vos propos entre le financier et l'homme politique. Mais après, j'ai envie de vous demander, vous êtes socialiste, vous êtes très jeune, qu'est-ce que votre parti a fait de concret? Comme vous êtes en train de si bien l'étaler comme ça, là, qu'est-ce que vous avez proposé au pays? Qu'est-ce que vous avez hérité, vous, en tant que jeune, du Parti socialiste qui a fait 40 ans au Sénégal? D'abord, l'école. Ce qu'on appelle l'école du parti. Ça n'existe plus. Les idéologies, elles ne se construisent plus sur des références économiques, sur des références sociales, sociologiques. Elles se font au gré du vent. Le comportement est tel qu'aujourd'hui, il est très facile pour quelqu'un de quitter le PS, d'aller à l'APR et de se retrouver, je ne sais plus dans quel parti, si le vent venait à tourner. Mais je rappelle que les gens du PS, là, avant que nous naissions, vous et moi, ils sont à l'APR en ce moment. Non.
Non, non, non. Les socialistes, ils sont restés authentiques. En tout cas, en toute chose, il y aura Ceux qui sont à la paire ne sont pas authentiques. Je vais dire ça. Il faut assumer. Parce que nous, on a été formés à l'école du parti et les valeurs que nous les avons épousées, pas par rapport à une personne. C'est d'abord des valeurs, c'est d'abord des convictions que nous avons partagées. Maintenant, il peut y avoir des remous, il peut y avoir des turpitudes, il peut y avoir des évolutions. Mais la valeur intrinsèque que le parti nous apprend, c'est être dans le débat, accepter la justice sociale, la liberté et l'égalité des chances. Ces valeurs-là, si on est éduqué dans ça, effectivement, après, on va penser à l'amélioration de la condition humaine, beaucoup plus à l'asservissement qui passe par la corruption, par exemple. D'accord. Et en tant que jeune ayant hérité de tout cela, qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter à un nouveau parti socialiste? Parce que franchement, nous tous, nous sommes perdus. Vous parlez de socialistes authentiques et autres, alors qu'en parti, ils sont tous dans un nouveau régime, dans un autre parti. Donc, qu'est-ce que vous avez et que vous pouvez léguer aux jeunes? Je ne sais pas par quoi vous entendez, ils sont dans un nouveau parti, mais le Parti socialiste reste toujours un parti structuré, indépendant. Un parti structuré, indépendant, qui contribue toujours au débat. Donc je ne sais pas qu'est-ce que vous dites, vous faites référence à... Il n'y a pas eu d'absorption, il n'y a pas eu de fusion. Donc je disais tout de suite, pour en finir avec la question de la politique, vous en tant que jeune, en tant que socialiste, que pensez-vous apporter après que votre parti, à la base, ait fait 40 ans au Sénégal? Qu'est-ce que vous comptez faire pour l'avenir? Pour l'avenir, ce qui m'intéresse le plus actuellement, c'est d'abord ce qui a valu l'objet de ce livre, l'évolution de la condition humaine. Elle passe nécessairement par des réflexions sur des questions autour de la condition du secteur agricole, des paysans, la condition aujourd'hui des élèves. À qui on promet un avenir alors qu'on n'a pas assuré toute la base par des enseignants de qualité, par des conditions, du matériel didactique à leur disposition, des salles de classe à construire. On est toujours dans ce niveau-là et il faudrait qu'on dépasse ça. Moi, en tout cas, pour ma part, dans ma vie politique, j'essaierai de me battre pour la justice sociale, l'égalité des chances. Et après, le chemin reste long. Il y a beaucoup de chantiers au Sénégal. Parce que vous pensez que cette justice sociale n'existe plus? Elle n'existe plus. On va dire qu'elle est en train de s'effriter de jour en jour. Est-ce qu'il va revenir cette justice sociale? Parce que je crains que le PS ne revienne pas dans ce pays. Non, la justice sociale va revenir, ça dépend des citoyens. Au fait, comme disent les Wolofs, ni le ou de guisser avec le olé. Et tant que le peuple, je dis bien le peuple, nous, tant que nous n'acceptons pas de retourner aux bases de dignité, de conviction, il sera très difficile de travailler pour nous parce que nous serons toujours en face de gens qui sont à la recherche de facilité et qui passeront par la corruption. Alors, c'est un livre que j'ai personnellement beaucoup aimé parce que j'ai trouvé beaucoup d'humanisme de la Parisienne qui voulait se suicider, de la vieille dame qui croyait en avoir assez de la vie, de cet enfant qui parlait. Alors au début, je n'avais pas compris que c'était un nouveau-né qui venait de naître et qui était en face d'une infirmière. J'ai beaucoup aimé votre plume et je la trouve vraiment très affinée. Alors je vais lire un petit passage sur l'histoire du griot qui est fier de ce qu'il est et qui est vraiment prêt à faire continuer, à faire valoir la tradition orale. Donc, j'ai hérité de mes ancêtres la force de mémoriser toute l'histoire des grandes dynasties. Mon rôle dans la société est de former la classe de la noblesse en lui transmettant les valeurs de ses aïeux au détour d'un rappel historique. Je garde la mémoire collective, j'unifie ma société. Je suis l'historien des histoires non écrites, oubliées et méconnues. J'ai ma propre science, celle que le diplôme ne délivre pas. Je choisis n'importe quelle époque et je place des repères chronologiques qui permettent de comprendre le contexte de chaque époque. Je suis un griot issu des Gaolos. Je trouve que c'est fort, c'est profond et c'est poignant. J'ai bien aimé le livre, j'aime beaucoup votre plume et j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a motivé. Est-ce que l'histoire de Makhoudia est vraiment une histoire vraie ou est-ce que vous l'avez, c'est juste une imagination fertile? Il y a un peu des deux parce que j'avais voyagé, j'avais fait un petit tour de la Mauritanie et aussi je suis parti à Dar es Salaam dans le Djouloulou en Basse-Casamance.
Et je suis tombé sur des récits. J'étais à la recherche d'autres choses. Mais en discutant avec les gens, avec les Gaolos surtout dans le village de Lobodou, que j'ai cité. Dans le village de Lobodou, j'ai eu de ces récits et c'était extraordinaire. Donc je me suis dit, je ne vais pas passer ça sous silence. Je vais au moins essayer de raconter ce passage-là que j'ai eu dans le sud de la Mauritanie et on se rend compte que le Sénégal est vraiment très riche culturellement, qu'il y a beaucoup à savoir, beaucoup à faire. En tant que jeunes, nous ne bougeons pas d'ici et vous avez fait des milliers de kilomètres pour chercher autre chose, mais vous tombez sur cela qui est très instructif. Merci beaucoup, cher Mohamed. Alors, je pense que nous sommes arrivés au terme de cette émission. Quel est votre dernier mot? D'abord, encore réitérer mes remerciements à votre endroit et aussi remercier la maison d'édition Harmattan qui, depuis le début et depuis le lancement du livre, m'aide beaucoup à promouvoir le livre, mais aussi à mes amis et tous les potentiels acheteurs de ce livre. Je remercie tout le monde. D'accord, je vous remercie aussi. Merci. Alors je vous le recommande très fortement. Personnellement, je l'ai lu en une journée. J'ai beaucoup aimé, je me suis retrouvée là-dedans. Je me suis dit que, attends, mais il y a quelqu'un qui lit dans mes pensées et tout. Après, il y a des histoires qui m'ont beaucoup plus marqué par rapport à d'autres et tout. En tout cas, j'ai beaucoup aimé et je ressens en vous une certaine vétusté. Même si vous êtes jeune, je ressens quelque chose qui est vraiment là. C'est peut-être des recherches, c'est peut-être une maturité. En tout cas, bravo et mes encouragements. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous très prochainement avec d'autres auteurs, toujours dans la maison d'édition Harmattan Sénégal qui nous accueille pour cette émission. Merci, à la prochaine.